Pour analyser l'endettement public, il faut d'abord préciser ce qu'on entend par public. À l'origine, on assimile dette publique et dette de l'État. Ça veut dire que ce qui est du domaine du public, c'est ce qui est du domaine de l'État. Donc c'est sous la gestion de l'État. Et ce qui fait la particularité de la dette publique, c'est le rapport de l'État au temps. En principe, tout agent économique est contraint de rembourser ses dettes au moment de sa disparition. Donc si on a un certain nombre de dettes, on est obligé, à un moment T, de les rembourser puisqu'on va mourir. Or, c'est pas la même chose pour l'État. En effet, l'État est jugé éternel. Il ne disparaît jamais, si bien que, comme il ne disparaît jamais, il n'a jamais à rembourser. Ce raisonnement a fait naître ce qu'on appelait les rentes perpétuelles, c'est-à-dire des titres publics qui donnaient le droit au versement d'intérêts jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, on a arrêté les rentes perpétuelles, mais à chaque fois que l'État emprunte et que l'emprunt arrive à échéance, alors à ce moment-là, l'État a le droit à un réemprunt immédiat. L'État va immédiatement réemprunter dès que son emprunt est terminé. Il faudra bien distinguer la dette publique et la dette souveraine, sachant que dette souveraine, ça vient de l'anglicisme sovereign debt, et ça n'apporte rien à l'expression dette publique, donc on va garder l'expression dette publique. Alors même si les États sont des emprunteurs ad vitam aeternam, il est arrivé que les États se déclarent en banqueroute, c'est-à-dire qu'ils soient incapables de redonner aux créanciers, ils sont incapables de rembourser leurs dettes. Et pour éviter des drames comme ceux qui sont déjà arrivés, on a inventé les banques centrales. Et les banques centrales, en fait, leur rôle historique, c'est tout simplement de garantir l'achat, quoi qu'il arrive, des dettes publiques dont les créanciers de l'État auraient pu vouloir se défaire. Alors, c'est quoi la situation en France ? La situation en France, c'est que l'État seul accumule 1610,2 milliards d'euros de dettes à cette date. On est à 75% du PIB. Et on rappelle que les critères européens exigent que la dette publique des membres de l'Union européenne ne dépasse pas la norme de 60% du PIB. Donc on est dans un état où on a une dette publique qui est trop énorme par rapport aux attentes, par rapport aux exigences. Si maintenant on s'intéresse à la définition de dette, on peut simplement dire que la dette, c'est une balance déficitaire entre les dépenses et les prélèvements. C'est lorsque l'on dépense trop par rapport aux prélèvements qu'on fait. Sachant que les dépenses de l'État vont aller, par exemple, dans les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont tout simplement le fait que l'État donne de l'argent pour la santé. Et le prélèvement de l'État, comment est-ce qu'il gagne de l'argent ? Il gagne de l'argent grâce aux impôts, c'est-à-dire qu'il va prélever une somme d'argent systématique sur les salaires et sur les profits générés par les individus. Sachant que si on est en croissance, les impôts sont plutôt faciles à récupérer. En effet, les impôts sont plutôt faciles à récupérer si on est en croissance parce qu'il y a de l'économie, il y a de l'argent qui circule. Alors que si on est en décroissance, les impôts baissent et les cotisations sociales augmentent. Donc c'est plus difficile d'aller chercher de l'impôt puisqu'il y a moins d'argent dans les poches des individus. Et que, comme ils sont plus au chômage, forcément, ils vont avoir besoin de plus d'aide et de cotisations sociales. Et généralement, très souvent, l'État est souvent endetté parce que c'est une entité économique qui a la capacité de faire des emprunts assez facilement. Si par exemple, il y a un déficit entre les dépenses et les prélèvements, l'État automatiquement emprunte pour combler ce déficit. Et si vous êtes bien sûr dans le cadre de l'Union européenne, disons que l'Union européenne a un certain budget, ce budget ne peut pas venir d'emprunt. Il doit absolument venir de la capacité des membres de leur propre économie à fournir de l'argent. Autre différence entre le public et le privé, c'est que la dette de l'État, non seulement il peut emprunter à chaque fois, l'État peut emprunter tous les jours, de plus en plus, il peut toujours emprunter, en tout cas de plus en plus, il peut toujours emprunter jusqu'à la fin de sa vie parce qu'on estime que sa vie est éternelle. Mais en plus de ça, les créanciers ne peuvent pas avoir accès à ce qu'il reste, au capital de l'État. En cas d'insolvabilité, les créanciers n'ont pas accès aux actifs du failli afin de se dédommager au moins partiellement. Quand l'État se déclare insolvable, le créancier perd son capital et ne récupère rien d'autre que ce qu'il a déjà perçu. Contrairement, justement, à si par exemple vous avez une entreprise en faillite, eh bien, les créanciers peuvent au moins récupérer l'entreprise et peut-être des actifs, peut-être des passifs, des choses qui pourraient faire relancer leur... Alors que dans le cas de l'État, le créancier n'a pas accès aux titres financiers.
La raison historique de l'emprunt de l'État, pourquoi l'État emprunte, pourquoi très souvent il se retrouve avec des dépenses supérieures au prélèvement, la raison historique de l'emprunt de l'État, c'est la défense du territoire. Les enjeux régaliens, et notamment militaires, financer la guerre, concentrent la plus grande partie des dépenses publiques. Alors c'est quoi un peu le pari? Le pari, c'est que si tout se passe bien, le financement d'importants moyens militaires permet de mener des campagnes victorieuses et de rançonner le vaincu, rapportant des ressources très supérieures à l'investissement consenti. Par contre, bien entendu, si jamais l'État se trouve dans la défaite, automatiquement ça va être très difficile pour lui, il va avoir enclenché des dépenses et en plus il va se faire ponctionner son argent par le vainqueur, ce qui va être une situation doublement perdante. Et l'État français a fait plusieurs fois défaut en quelques siècles. Au XVIe siècle, en 1558, il n'a pas pu rembourser ses créanciers. En 1624, en 1648, en 1661, en 1701, en 1715, en 1770, en 1788, soit en moyenne, un défaut tous les 37 ans, du XVIe au XVIIIe siècle. Et le roi Louis XVIII qui est apparu entre 1815 et 1824, elle n'a pas oublié que la dette publique est à l'origine de la Révolution et de l'exécution de son frère Louis XVI, et donc il veut absolument éviter l'instabilité financière. Ainsi, le budget de la France va rester très stable jusqu'à la Première Guerre mondiale, et on va être à un budget qui va avoir un déficit plutôt, autour de maximum de 15% du PIB. Autre raison pour laquelle les déficits sont causés principalement essentiellement par les guerres, c'est que dans la Première Guerre mondiale, on avait une dette équivalent à 150% du PIB, alors que juste avant la Première Guerre mondiale, on avait une dette qui équivalait simplement à 15% du PIB. La vraie question, la grosse question, c'est que, ok, donc on a compris que historiquement l'État s'endette parce qu'il va faire des guerres. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'État est extrêmement endetté. L'État français est extrêmement endetté, situation nouvelle parce que finalement ça ne correspond pas à la raison historique. Aujourd'hui, on ne fait pas la guerre et on ne s'endette pas à cause de la guerre. Donc pourquoi est-ce que l'État français est venu à s'endetter? Comment expliquer aujourd'hui qu'il y a un déficit alors que le budget des armées ne constitue que 8% du budget total de l'État? Alors il y a eu juste après la Seconde Guerre mondiale où on sort de 160% de dette par rapport au PIB, on arrive à 40% du PIB en 1848. Mais à partir de 1970, l'État va être systématiquement et toujours déficitaire depuis 40 ans. L'État français est déficitaire depuis 40 ans. Alors quelles sont les raisons qui poussent l'État désormais à s'endetter si ce n'est pas la guerre? L'hypothèse principale, c'est la loi d'Adolphe-Wagner. La loi d'Adolphe-Wagner, que dit-elle? Elle dit que plus la société se civilise, plus l'État est dispendieux. Point. Plus la société se civilise, plus l'État est dispendieux. Elle prédit le fait que la part des dépenses publiques dans la richesse nationale augmente avec la croissance de cette richesse. Et ça semble bien d'ailleurs s'appliquer à la France. Ce qu'on a constaté, c'est que les dépenses françaises et les recettes augmentent dans ces 40 dernières années. Les dépenses publiques représentent autour de 40% du PIB en 1975. En 2009, on a des dépenses qui sont toujours supérieures à 56% du PIB. Mais en même temps, les recettes aussi augmentent. On a constitué 40% du PIB en 1974 et aujourd'hui en 2022, les recettes constituent 58% du PIB. Alors, examinons les dépenses et les recettes. Pourquoi est-ce qu'elles ont augmenté? D'abord, commençons par les recettes. Il y a eu une forte progression des prélèvements obligatoires, impôts, cotisations sociales, qui sont passés de 38% du PIB à 45% au début des années 2010. Donc on a augmenté les impôts et les cotisations sociales, qui fait qu'on a obtenu plus de recettes. Où allaient par contre les dépenses? Les dépenses, elles, comment ça se fait qu'elles ont augmenté? Elles ont principalement augmenté autour de 3 pôles: l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Toutes les recettes nouvelles sont affectées aux collectivités territoriales et à la sécurité sociale qui bénéficient en outre d'importants transferts de l'État. Ainsi, par exemple, la sécurité sociale, l'État dépensait 19% de son budget pour la sécurité sociale en 1978 et maintenant c'est 26% du budget en 2010. Et les collectivités territoriales, on est passé de 7,8% en 1978 à 11,8% en 2010. La dynamique et l'importance des dépenses sociales, santé et protection sociale, nécessitent de s'arrêter un peu parce qu'elles représentaient 32% du PIB en 1978 et désormais elles représentent 57% des dépenses totales en 2010. Et les dépenses sociales qui sont les plus importantes sont les dépenses de survie, vieillesse et de santé, qui représentent les deux composantes clés, 24% du PIB. Il faut savoir que la France
est la première et le deuxième pays de la zone euro à prélever le plus d'impôts. Et c'est le premier pays à dépenser le plus. Donc elle est deuxième pour les recettes, mais elle est également première pour les dépenses. Et ça, c'est en 2010. Et donc les mesures qui vont contribuer à la dépense, c'est le financement de l'apparition du chômage de masse. Donc on va avoir un chômage qui va augmenter petit à petit et on va le financer par l'indemnisation du chômage partiel, par les mesures de retrait d'activité. Et on va poursuivre le développement de l'État-providence, parce que les années 70 inaugurent le trou de la sécurité sociale. Et finalement, on va continuer de dépenser de plus en plus pour les personnes âgées, et ce qui va augmenter les dépenses. Alors maintenant qu'on est dans cette situation-là, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire le poids de la dette, puisqu'on dépense de plus en plus, et on est le premier État européen à dépenser? Alors, pour l'État, il est indispensable d'alléger la charge d'intérêt, mais de ne pas inquiéter les prêteurs sur ses intentions. Pour réduire la dette, on dispose de quelques moyens. Je vais en citer quelques-uns. Et on va voir un peu les limites, la difficulté de chacun de ces moyens. Le premier moyen, c'est l'amortissement. L'État rembourse plus qu'il n'emprunte, c'est-à-dire qu'il dégage des excédents budgétaires. Alors historiquement, c'est très peu pratiqué. Ça a été pratiqué par l'administration Clinton en fin de second mandat, mais c'est très rare que l'État arrive à avoir un budget qui soit avec une balance positive au niveau des recettes. C'est très très rare. Deuxième possibilité, pour réduire le poids de la dette, on peut tout simplement annuler la dette. On annule une partie de la dette, c'est ce qu'on appelle la banqueroute. La monarchie française l'a fait très souvent, mais depuis 1797, c'est interdit d'annuler la dette publique en France. D'ailleurs, les pays où on a procédé à l'annulation d'une partie de la dette, ça a été la Grèce en 2011, et ça a provoqué une crise bancaire dans le pays, où les citoyens n'avaient plus accès à leur compte bancaire. Alors, la troisième mesure, la plus connue, la plus pratiquée, la plus mise en place désormais, c'est l'inflation. Alors l'inflation, c'est quoi? C'est quand on va avoir une hausse des prix qui va réduire le poids relatif des intérêts à verser pour un État, qui voit ses recettes artificiellement gonflées par l'inflation. Comme on augmente les prix, donc à partir du moment où on augmente les prix, on va pouvoir taxer plus facilement, et donc on va pouvoir rembourser la dette. Cependant, l'inflation conduit les créanciers à réclamer des taux de plus en plus élevés, puisqu'ils savent que la valeur de la monnaie baisse. L'inflation devient alors un leurre qui donne du temps aux États, mais qui se paie ensuite sous forme de taux durablement pénalisants. Donc le problème de l'inflation, c'est que les taux d'intérêt augmentent, donc il faut rembourser plus cher la dette et le prêt qu'on a contracté. Donc c'est une mesure qui donne du temps, mais qui n'est pas forcément viable sur le très très long terme. C'est pour ça que d'ailleurs on cherche forcément toujours à baisser l'inflation. On cherche à la maintenir à un taux plutôt bas. Quatrième possibilité, c'est la politique d'austérité. Alors la politique d'austérité, c'est une politique qui vise à réduire les dépenses gouvernementales et à limiter les déficits budgétaires. Alors concrètement, comment on fait? On va réduire les dépenses publiques, on va augmenter les impôts, on va on va procéder à une restriction des investissements, on va vraiment chercher à réduire les coûts, mais limite de ça, c'est que ça peut avoir des effets sur la croissance économique. Si on réduit les dépenses, si on augmente les impôts, ça peut avoir un effet sur la demande globale, ça peut entraîner une réduction de la croissance économique, voire une récession, et qui dit récession dit que c'est beaucoup plus difficile de réduire le déficit budgétaire, parce que si vous avez une récession, automatiquement, vous avez moins de potentiel économique, et donc les épargnants ont moins d'argent, donc ce qui fait que même si vous augmentez vos taxes, automatiquement, vous récupérerez moins d'argent, puisque les épargnants ont moins d'argent. Également, c'est le problème des politiques d'austérité. Ce sont des effets négatifs sur la croissance, on l'a dit, les effets de seuil. Parce qu'à un moment donné, ça peut aider, mais à partir d'un moment où l'austérité est trop draconienne, ça peut déclencher une baisse de la confiance des investisseurs et des consommateurs, ce qui peut aggraver la situation économique. Et ça peut aussi créer de l'incertitude, parce que ça peut décourager les investissements et la consommation. Les agents économiques peuvent retarder leurs décisions en cas d'incertitude quant à l'avenir, ce qui peut freiner la reprise économique. Alors les politiques d'austérité, elles peuvent fonctionner. Par exemple, c'est le cas avec Margaret Thatcher dans l'Angleterre des années 70. Ça a fonctionné, ça a permis de relancer l'économie. Maintenant, ça a montré également ses limites. 3 exemples historiques où la politique d'austérité
a été négatif pour le pays. Ça a été le cas aux États-Unis entre 1929 et 1939 suite à la Grande Dépression. On a initialement répondu à la crise du capitalisme par des crises d'autorité. Donc on a fait des coupes budgétaires, on a augmenté les impôts. Cependant, ça a réduit la consommation, ça a réduit l'investissement et la récession s'est aggravée. Pareil, c'est la même chose qui s'est passée en Amérique latine dans les années 80. Il y a une énorme inflation pour certains pays, notamment le Brésil et l'Argentine. Et les coupes drastiques dans les dépenses publiques ont entraîné une profonde récession, une inflation très élevée et une augmentation de la pauvreté. Une autre façon, une autre possibilité pour réduire la dette, ça peut être la stimulation de la croissance économique. Si l'économie croît, les recettes fiscales augmentent, et donc généralement, naturellement, ça contribue à réduire le déficit. Ça consiste dans des politiques qui vont encourager l'entrepreneuriat, créer un environnement favorable aux entreprises, investir dans les infrastructures. En investissant dans les infrastructures, ça va créer des emplois, soutenir l'innovation. En soutenant l'innovation, forcément, on va avoir plus d'opportunités économiques, plus d'opportunités de marché, favoriser le commerce international, ce qui peut stimuler la croissance. Cependant, stimuler la croissance économique ne fonctionne pas toujours. Par exemple, si en ouvrant le pays à un commerce extérieur, ça peut ne pas fonctionner. Ce qui s'est passé par exemple avec la Russie. La Russie, une fois que l'Union soviétique a chuté, elle a ouvert son économie dans l'espoir de la stimuler, la croissance, et de moderniser les industries. Mais l'absence de réglementation adéquate, une privatisation rapide, souvent corrompue, un manque d'investissement dans des domaines clés ont conduit à une économie instable, à une augmentation de la dette sans une croissance économique significative. Si je reprends le cas de l'Argentine, donc dans les années 80, il y a eu les mesures de politique budgétaire, on a essayé de redresser le pays. Donc ça a créé plus de récession. Et ce qu'on a fait, on a essayé de stimuler la croissance par des emprunts et une augmentation des dépenses publiques dans les années précédant dans la crise de sa dette. Or, qu'est-ce qui s'est passé justement en voulant relancer l'économie? Pour relancer l'économie, il faut générer de l'argent quelque part. Et où est-ce qu'on régénère l'argent? On le prend on emprunte, donc on augmente la dette. Et sauf que cette stimulation a finalement créé un défaut de paiement massif, ce qui a fait que l'Argentine a connu la crise de sa dette en 2001. L'exemple de la crise européenne de 2008, on a eu l'Espagne et l'Irlande qui ont, suite à la crise, essayé d'encourager le boom dans le secteur de la construction avant la crise. Ça a augmenté leur PIB à court terme, mais ça a également conduit à des bulles immobilières. Et lorsque les bulles ont éclaté, les pays ont subi des récessions très graves. Pareillement, le Japon, dans les années 90, il y a eu une crise avec une bulle immobilière et financière. Et le Japon a essayé de lancer une série de stimulations fiscales massives destinées à relancer la croissance. Cependant, ces mesures n'ont pas réussi à sortir le pays de la stagnation. Notamment à cause des investissements dans des projets d'infrastructures peu efficaces et un système bancaire affaibli. Donc on voit que c'est toujours un ensemble de facteurs, un ensemble de systèmes qui font que telle ou telle politique n'est pas forcément efficace à tel ou tel moment. Alors il y a des mesures aussi qui sont un peu moins, on va dire draconiennes, qui vont un peu moins dans le macro, mais qui sont un peu plus ciblées. Par exemple, la réforme des systèmes de sécurité sociale. On peut faire des réformes qui visent à rationaliser, à rendre plus durables les systèmes de sécurité sociale, puisque finalement en France, on a une dette qui vient principalement d'une cotisation sociale trop immense. On peut essayer de réformer ce système de sécurité sociale avec l'optimisation de programmes sociaux, s'assurer qu'ils ciblent efficacement ceux qui en ont le plus besoin, éliminer les doublons, les inefficacités, et faire des économies dans les soins de santé. Tout simplement. Maintenant, le problème, évidemment, c'est que ça crée de l'insatisfaction sociale, ça crée un peuple qui est moins enclin à investir, puisque automatiquement, qu'est-ce qu'il voit, c'est qu'il ne peut pas se faire soigner comme il le pouvait le faire avant. On peut avoir aussi, comme autre mesure, la réduction des subventions inutiles. Par exemple, des aides accordées à divers secteurs, diverses industries, éliminer celles qui ne sont pas essentielles ou pas efficaces. Une autre façon aussi, ça peut être de lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Si on lutte contre la fraude fiscale, ça peut créer une amélioration dans la collecte des impôts. Bien entendu, l'effet contre-coup, c'est qu'il faut recruter des personnes et investir afin que la lutte contre la fraude fiscale s'avère bénéfique et qu'on fasse un investissement qui soit moindre que ce que ça rapporte de coincer ceux qui ont fait de la fraude. Enfin, peut-être une dernière solution, ça peut être tout simplement l'éducation fiscale, sensibiliser la population à l'importance du paiement des impôts, à la responsabilité fiscale, et ça peut contribuer à améliorer la collecte des impôts d'une part, mais ça peut aussi tout simplement, en termes d'éducation fiscale, permettre aux individus de mieux apprendre à épargner, mieux apprendre à gérer leur argent. Et si les individus parviennent à ce stade-là, ça va automatiquement avoir des effets bénéfiques sur le pays qui pourraient
parvenir à améliorer l'état de sa dette.